Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Narius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Leroux, enseignant, musicien, fier francophone, couteau suisse et maintenant leader et technicien chez Esquad Media. Mathieu Leroux, bienvenue à Tout le monde est un leader. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci. C'est comme je me sens un peu comme chez nous, là, dans le fond. Ben, c'est parce que t'es chez vous. Ah ouais? C'est de toute beauté. Yes. Puis en vrai, à part de ça, Oui. on est capable, à l'occasion, de se rendre là, malgré les contraintes actuelles. Fait que c'est le fun. Oui, merci. C'est le fun. Ça fait longtemps que tu n'as pas eu de podcast en personne, justement. Fait que Ouais. je suis content d'être là. Ouais, comme tu disais avant la rencontre, on n'a pas besoin de regarder dans une caméra aujourd'hui. Non. Ça fait drôle à dire, hein, une journée où on n'a pas besoin de parler à quelqu'un à travers une caméra, ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Puis on va saisir l'occasion, c'est vraiment le fun. Oui, exact. Fait que même si 2020 nous a appris à une étiquette numérique, tu sais, à Ouais, savoir se démuter dans la vraie vie, il ne faut pas se démuter. Fait qu'on a l'occasion de se concentrer sur la conversation autant que les aspects techniques, là. Fait que je suis content. Sans distraction. Sans distraction, c'est ça. Ah, c'est tellement pas... tu parles, dans le fond, de la présence. Mhm. La Oui. présence en ligne puis la présence en personne, ça prend des dimensions différentes. Puis on va avoir vraiment la chance d'aborder ça dans le détail. C'est tellement intéressant. Puis pour les gens qui te connaissent moins, Oui. ou qui ne connaîtraient pas, Mathieu Leroux, c'est qui ça, Mathieu Leroux? Ah, Beau bonne T-shirt en question. passant. Oui, merci. Il est tout nouveau. Oui. Dans le fond, moi, je viens d'un background à la base artistique parce que j'ai fait mon bac en musique. OK? Puis à travers mon secondaire, l'université et même après l'université, j'ai été dans l'industrie de la musique. Puis c'est de là où je pars. Je dis souvent que je suis un artiste couteau suisse. Fait que je fais un peu de tout. Puis à travers les années, j'ai ramassé ce bagage-là dans plein de domaines. OK. Puis là, aujourd'hui, chez Esquad Media, c'est comme le summum de tout le bagage que j'ai accumulé avec les années. Fait que j'ai été... je suis papa... Comme si tu verrais ma biographie Twitter, là, papa pédagogue patenteux. Ça, OK, c'est 3P. mes 3 P. Les 3P de Mathieu Leroux. Mélomane, musicien, minimaliste. Les 3 M. OK, 3P, 3M. C'est ça, exactement. Fait que je te dirais que ça l'englobe pas mal qui je suis, mais évidemment avec un parcours à travers ça de band, ensuite en enseignement et maintenant comme leader technicien chez Esquad Media. Donc, c'est ça. On est tellement content que tu sois là. Hey, je suis super content, moi aussi. Il y a une dimension couteau suisse à tout ce qu'on fait. Oui. Ça prend toutes sortes de compétences pour faire ce qu'on fait. Puis tu parlais de 2020 tantôt. On a développé, en quelque sorte, on a dû développer un couteau suisse dans ce que ça nous a demandé en tant qu'être humain. Absolument. Peu importe notre rôle, de développer toutes sortes de compétences. En tout cas, ça me fait penser à ça. Ouais. Tu es un gars du Nord? Je suis originaire d'une petite ville qui s'appelle Timmins, dans le nord de l'Ontario. Oui. Fait que j'ai grandi là, j'ai été élevé là. J'ai quitté à 18 ans, 19 ans pour l'université. Je suis jamais vraiment retourné parce que à travers les années, j'ai voyagé. J'ai fait ma faculté d'éducation à Sudbury. Ensuite, j'ai fait 1 an d'enseignement à Toronto. Et là, je suis dans l'Est ontarien. Donc, j'ai fait vraiment le triangle de l'Ontario. Puis, j'ai pataugé un peu dans plein de contextes, plein de situations, plein de villes. Puis, j'ai vraiment trouvé que l'Est ontarien, ça me parlait beaucoup. OK. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé de m'établir ici. Puis j'adore ça. J'adore. Ah, Ouais. c'est fantastique. Ouais. C'est un ajout tellement Puis riche pour nous. je trouve qu'avec mon background de francophone minoritaire du nord de l'Ontario, Ouais. mon approche dans plein de choses, autant en salle de classe à l'époque, avant, que dans mon thinking, surtout dans notre contexte ici à Hawkesbury, où on est
population francophone majoritaire, Ouais. même si on est en Ontario. Oui. Fait que moi, j'arrive, puis c'est drôle, mais quand je suis arrivé à l'école à Hawkesbury comme enseignant, puis j'entendais les élèves parler en français dans le corridor, dans ma tête, je comprenais rien. Ouais. Je comprenais pas ce qui Ouais. se passait. Fait que moi, je suis arrivé, j'étais un fier francophone de Timmins. Ma culture était importante. Je présentais ça aux élèves au niveau de la musique. Oui. Puis il y avait, dans ma tête, tout le monde connaissait plein d'artistes francophones, mais c'était pas la réalité. Et vraiment, il y avait vraiment la dissociation entre la langue et la culture que moi, dans ma tête timinoise, là... Oui, oui. Timinoise. C'est vrai, Hey, j'aime j'étais un petit minou. Fait que... Fait que ça va ensemble, la culture puis la langue, mais c'est quelque chose qu'il a fallu que je présente à mes élèves dans le temps que tu n'es pas francophone à cause que tu parles en français. C'est à cause de qui tu es, ta culture et comment tu vis à chaque jour. C'est pas juste à la communication. Là. Non, c'est vécu. Oui, fait que ça, c'est une grande passion chez moi, là, toute la construction identitaire. Puis de transmettre ça en salle de classe pendant mes 6 années en enseignement, ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi. Ah, mais ça l'est. D'un point de vue culturel, d'un point de vue identitaire, d'un point de vue de vitalité institutionnelle. On enseigne le français, mais on enseigne en français. On vit en français. C'est possible, même comme tu disais, même si on est en Ontario, ça se fait. Et dans d'autres provinces également. Exact, oui. Hein? Puis à travers tout ce que tu viens de nous raconter, tu es un fier enseignant, EAO. Oui. Enseignant agréé de l'Ontario. Donc, tu sais, la pédagogie, puis tout ça, t'as ça à cœur, t'as ça dans le sang. Je pense que je vais toujours me définir comme pédagogue aussi, peu importe ce que je décide de faire comme métier, comme job. Là, il y a toujours ce thinking-là de pédagogue dans moi. Ouais. Qui t'a influencé? Parce que dans le fond, là, t'es prof de musique, t'es couteau suisse, t'as développé ça, t'as l'amour de la langue. Ça n'arrive pas au hasard. Tu as sûrement eu des influences. Qui t'a influencé dans ton parcours par rapport à ces aspects-là, là, musique, culture, francophonie? Là? Moi, je viens d'une famille très fière d'être francophone. Okay. Puis je pense que c'est vraiment la fondation, la base de tout système de valeurs. Là, c'est vraiment la maison. Puis la famille. Hein? Ma famille est super importante pour moi. Ma mère... elle est enseignante de danse. Elle a appartenu son propre studio de danse pendant plus de 20 ans. Et je pense que, d'après mes connaissances, c'est la seule école de danse au Canada qui utilisait à 100% de la musique en français pour les spectacles de danse. Okay. C'était très important pour ma mère, puis encore à ce jour, de promouvoir cette culture-là francophone à travers les arts. Moi, c'est à travers la musique que je le faisais. Elle m'a instauré ça dès un jeune âge, elle, à travers la danse. Puis j'en ai fait la danse, peut-être un fait surprenant pour certains. J'ai fait la danse pendant 16 ans de ma vie. Es-tu sérieux? Oui. Pas vrai? La claquette, le jazz, le hip-hop. Fait que, j'ai un background là-dedans. Puis ça, c'est probablement le petit côté artistique que j'ai développé jusqu'à l'âge de 13 ans, quand j'ai ramassé une guitare pour la première fois. Puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Fait que je te dirais que ma mère est une grande leader qui m'a beaucoup inspiré à promouvoir ce côté-là de notre culture. Okay. J'ai été aussi grand fan, je suis encore grand fan de la compagnie Apple. Fait que pour moi, Steve Jobs, c'est un leader super important. J'ai lu sa biographie aussi. J'ai appris plein d'affaires sur lui, comment il était un visionnaire, un innovateur. Fait que ça, c'est un autre côté du leadership. Tu as vraiment le côté du cœur, qui était ma famille, mais tu as le côté aussi plus dirigeant, tu as le côté plus... visionnaire. Oui, exact. Fait que pour moi, un bon leader, ça a un peu de toutes ces facettes-là du leadership. Ça peut aller dans le théorique, mais ça peut aussi aller dans le cœur. Fait que moi, je retrouve ces choses-là. Puis maintenant... c'est important ce que tu dis là, d'aller dans le cœur. Avec tout ce qu'on vit, on est tellement ébranlé cette année. Je veux dire, on est... je sais pas si on est dans le cœur tout le temps, mais le cœur est ébranlé. Les émotions, l'affectif est omniprésent avec tout ce qu'on vit. Puis je me dis, le leadership ne peut pas négliger ça. Absolument. On parle de prendre soin des autres, bienveillance, résilience, persévérance présentement, là, parce que on est juste à la mi-année, puis, ou un peu plus que la mi-année, puis c'est comme, OK. Je l'ai vécu... Je l'ai vécu beaucoup en début d'année, quand j'étais en salle de classe avec les élèves. Tu voyais que
que c'est quelque chose qui venait les chercher. Là, c'est pas juste on change la routine, on change le fonctionnement. Non, ça va vraiment changer dans leur approche puis dans leur attitude. Ouais. Puis je te dirais que de nos jours, ma plus grande inspiration de leadership, c'est mon épouse, Sarah-Anne Leroux, qui fait ça à chaque jour, qui est, tu sais, d'après moi, la meilleure enseignante qui existe. Je suis peut-être un peu biaisé, mais... T'es bien mieux de dire ça, c'est ta femme. Mais pour vrai, elle, dans ma tête, là, c'est une personne qui a un parcours inspirant. J'ai Oui. jamais eu la chance d'être dans sa classe comme élève, mais j'ai déjà été dans un de ses ateliers OK. alors qu'elle était étudiante à la faculté Wow. d'éducation. OK. Elle avait un parcours impressionnant. Puis justement, on l'a reçu, je pense que c'était le 2e épisode de Tout le monde est un leader. Oui. Donc, elle a une très belle histoire. Puis elle a eu la chance d'enseigner à ma fille, ou ma fille a eu la chance de la voir comme enseignante OK. au début de cette année Oui. en anglais. Oui. Elle a adoré son expérience. Donc, je te J'adore. confirme que les échos, je te donne raison. Super. Bon, excellent. Cool. Avant d'aller plus en détail en enseignement, puis dans ce que tu as vécu, parce que tu as vécu l'enseignement en contexte de pandémie. Puis ça va être important, je pense qu'on a mettre des mots là-dessus sur ton expérience, ce que tu as remarqué, ce que tu as appris là-dedans, puis comment tu vois l'avenir de ça. Mais j'aimerais ça qu'on revienne en construction identitaire parce que tu me parlais de la francophonie, c'est important pour toi. Puis tu en fais la promotion à ta façon. Tu sais, tu partages souvent des playlists francophones. Oui, je m'en Qu'est-ce que tu fais de ce côté-là? Parle-nous de ce volet-là. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire simplement pour ma salle de classe, créer des listes de lecture de musique francophone. OK. Puis après ça a vraiment pris de l'ampleur au niveau de mon école, parce qu'on faisait des activités, tu sais, à l'époque où on se rassemblait dans le gymnase, puis on faisait des relais pour la vie. Bien, il fallait de la musique pendant 12 heures de temps, à faire des tours de piste. Fait que moi, je me suis dit, OK, je me suis donné le défi de faire de la musique francophone upbeat pendant 12 heures. OK. 12 heures. 12 heures de musique francophone, pas une chanson qui se répète. Puis on allait avec ça. OK. Fait que là, j'ai créé cette playlist-là. Puis là, les gens ont commencé à me dire, hey, c'est bon, je peux-tu l'avoir? Mes cours de gym, mes cours Ben d'éducation physique. Fait que, hey, pas de problème, j'ai partagé ça. Puis là, je me suis dit, peut-être qu'il y a une façon de mettre à disposition ces listes de lecture-là aux autres, à plus de gens. Oui. Et là, j'ai trouvé une plateforme qui me permettait de rassembler mes listes à une place où les gens peuvent choisir leur plateforme de streaming, que ce soit Apple Music, Spotify ou YouTube. OK. Fait qu'ils cliquaient là puis ils choisissaient, dans le fond, leur moyen de diffusion. Qui est excellent. Puis là, je suis rendu avec plus de 30 listes de lecture pour différents contextes, pour différents genres de musique. OK. Puis j'essaie de les garder à jour autant que possible. J'ai présenté à un congrès de la Self il y a quelques années. Ça semblait être quelque chose que les gens ils cherchaient ça. Là. Les gens étaient... Ben, pour ceux en qui n'ont pas la chance, je veux dire, la chance d'évoluer dans un contexte minoritaire, un de nos grands défis ou une de nos grandes tâches, c'est de créer un milieu de vie francophone. Même si on enseigne en français, comme tu disais tantôt, c'est pas nécessairement tous les élèves qui ont la chance de parler le français en dehors de l'école. Exact. Puis nous, notre rôle, c'est de créer un milieu de vie français. Puis tes playlists, dans le fond, s'inscrivent dans cette intention pédagogique-là de on peut juste se donner un milieu de vie francophone parce que pendant qu'on les a avec nous, on veut leur faire goûter à ça. Là, tu sais. Donc, c'est important ce volet-là parce que c'est pas tout le monde qui vit ça ou qui penserait que le choix de musique, mais c'est quoi le problème avec écouter de la musique anglophone? Ou, C'est ça. puis c'est pas une question qu'il y a un problème, c'est une question de est-ce qu'on peut créer un milieu de vie francophone? Ça se peut-tu? Il y a l'exercice du balancier compensateur. OK. Du REDO. Dans le fond, OK. c'est les ressources éducatives de l'Ontario. OK. Puis eux, dans le fond, surtout pour des francophones en contexte minoritaire, on veut s'assurer qu'il y a un balancier entre une vie en français et dans d'autres langues. Un balancier compensateur. Oui. OK. Donc, c'est un exercice numérique que tu fais en ligne, c'est à travers une petite application. Tu cliques, là, qu'est-ce que tu fais en français? Tac, OK. tac, 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 tac. Que ce soit film, conversation à la maison. Donc, qu'est-ce que tu consommes puis comment tu vis en français? Et là, comment tu vis dans d'autres langues? Puis si le balancier, il n'est pas égal d'un côté ou de l'autre, là, tu peux voir, tu mets du visuel sur comment est-ce que je peux vivre pleinement dans différentes langues et cultures. Donc, puis... C'est un exercice de prise de conscience. Exact. Puis après ça, ben, tu prends une décision. C'est tout ça? Exact. Est-ce que je devrais faire plus de place à ma langue ou à une langue en particulier? C'est Puis, ça. ouais, OK. C'est ça. Puis moi, créer mes playlists, c'était une façon de
de contribuer à ceux qui aimeraient peut-être découvrir, s'exposer à de la musique en français, du genre de musique qu'ils aiment, parce qu'on dit souvent, moi je l'entendais à chaque semaine, là, j'aime pas ça de la musique en français, la musique, parce qu'on... C'est plate, la musique plate. Exact, parce que c'est pas de la faute à personne, c'est parce qu'on présente ce qu'on connaît. Puis ce qu'on connaît, c'était de la musique typique de énergie et de quoi que ce soit, de la radio qu'on connaît. Mais là, j'ai commencé à montrer du métal en français, du punk en français aux métalleux, à celui qui aimait le Metallica, là, tu sais. Ouais. Puis là, finalement, la musique en français, ça sonne même pas comme c'est. Tu sais, ça sonne pas français. Ouais. Ben non, c'est de la musique. La musique, ça n'a pas de langue. Fait que, c'est comme, les paroles sont en français, oui, mais la musique, c'est de la musique. Donc, moi, toujours cette approche-là, surtout dans mes cours de musique, même en mes cours de français, toujours de la musique qui jouait quand les élèves rentraient en classe, puis ils regardaient sur l'écran, c'est quel artiste qui joue. Ah, OK. Tu sais, juste ça. Il y a le désir de faire aimer la musique dans ce que tu t'es en train de dire. Hein? C'est qu'il n'y a pas juste, regarde, c'est ça en musique, je te l'explique. Il y a un test vendredi. Ouais. C'est de cultiver l'amour, puis de chercher qu'est-ce qui ferait plaisir, puis qui pourrait... on part de l'autre, dans le fond. Oui, exact. Puis avec tes playlists, je me dis, moi, je fais des liens en t'écoutant au leadership. Leadership, on veut faciliter le passage à l'action. Donc, peut-être que tout le monde veut créer un milieu de vie francophone, mais si j'ai pas la playlist, peut-être que je prendrai pas le 2, 3, 4, 12, 45 heures à aller le trouver. Mais Mathieu en a une playlist. Tu facilites le passage à l'action pour les gens qui ont le goût de faire écouter de la musique en français, dans le fond, dans ta façon de l'offrir si généreusement, dans le fond. Là. Oui. Fait que les gens pourraient aller trouver ces listes-là. Mon site web, c'est mathieuleroux.com. OK. Puis là, il y a une section playlist franco. OK. Puis là, je suis en train de faire la migration à ce site-là avec mes playlists. J'ai sorti Cupidon Franco pour la Saint-Valentin. OK. Puis là, au mois de mars, le 8 mars, c'est la Journée internationale de la francophonie. Donc, il va y avoir la playlist Diversité Franco qui va sortir. 50 pays de la francophonie, essentiellement. 50 artistes différents des différents pays de la francophonie. Fait que... c'est ça. Extraordinaire. MathieuLeroux.com, Mathieu avec 2 T. Oui, on va mettre ça dans la description de notre épisode pour les gens qui veulent aller consulter ça. Oui. Musique franco, ça existe. Yes, exact. Puis là, moi puis Sarah-Anne, on est en train de faire le même exercice, mais au niveau podcast. Okay. Donc, on a créé baladofranco.com. Puis ça, essentiellement, c'est une map interactive du Canada dans lequel on a placé dans chaque province les balados francophones qu'on découvre et que les gens nous proposent. Donc, à chaque année, on sort une nouvelle édition de cette map carte interactive-là. Là. Wow. Ça va être même date, le 8 mars. C'est le 8 mars, en tout cas. Donc, au mois de mars, quelque temps, on va sortir cette... Ben, merci de prendre le temps de faire ça. Moi, ça, c'est une de mes découvertes qui nous amène à créer le podcast. Sarah-Anne, ça fait quelques années, de plusieurs épisodes, sous la cravate, j'ai le goût de dire. Mais moi, ce que je suis fier de découvrir, c'est qu'il y a beaucoup de francophones, plus que je pensais, qui ont un podcast, qui utilisent ce médium-là, puis je trouve que ça donne une autre voix, c'est une autre dimension. Ça, c'est la langue de l'apprentissage. Tu sais, dans le fond, tu dis que la musique n'a pas de langue, mais je trouve que l'éducation, partager nos pratiques, on parle de la langue de l'apprentissage à travers de tout ça, puis les gens parlent des possibilités. Je suis content que vous fassiez la promotion de ces différents individus-là ou organismes qui partagent via le podcast leur vision de l'éducation de plein d'angles différents. J'ai vu cette carte-là que vous avez, là, puis il y a des gens inspirants là-dedans. C'est le fun. C'est le fun que les francophones osent. Oui, vraiment. Puis surtout en contexte minoritaire où on a peut-être moins l'occasion parce qu'il y a moins d'infrastructures autour de ça. Donc, il faut vraiment... C'est pour ça que c'est un peu c'est très DIY, là, parce que les gens peuvent aller nous faire des suggestions. Tu sais, nous, on gagne rien de ça. C'est très... on fait ça pour... Généreusement. Oui, exact. Ouais. Puis, donc, c'est une autre chose que les gens peuvent aller découvrir, baladofranco.com. Puis, tu vas aller trouver plein de nouveautés. Super. On regarde ça. J'ai hâte de voir votre carte interactive mise à jour. Puis je sais que celle de l'an passé est déjà très garnie. J'ai hâte de voir les nouveautés dans ces choses-là. Je regarde ton T-shirt parce que c'est faire preuve beaucoup de leadership, ce que tu es en train de faire là, puisque toi et Sarah-Anne, vous faites. Quand tu entends le mot leadership ou quand tu vois tout le monde est un leader, c'est quoi, toi, ta définition de leadership? Comment tu vois ça?
À travers ma vie, j'ai été dans des situations, dans des contextes où moi-même, j'ai évolué comme leader. Puis ça m'a fait réfléchir justement à cette question-là. Au secondaire, j'ai été très impliqué dans le gouvernement étudiant. J'ai été représentant de niveau, premier ministre en 12e année. Puis quand on est jeune, on est ado, c'est pas toujours... On découvre, hein, c'est quoi le leadership? Moi, dans ma tête, c'était... faut que je fasse le plus d'affaires possible. Puis c'était moi qui étais supposé avoir le plus de tâches, dans le fond. Et j'ai appris avec cette expérience-là que non, un leader, ça délègue. Ça va trouver les qualités des gens avec qui il travaille et ça va déléguer des tâches par rapport aux qualités de ces gens-là. Ça a été comme une révélation pour moi. Ensuite, après mon secondaire, j'ai fait partie d'un band qui s'appelait Acouphènes. Avec Acouphènes, on a fait beaucoup de spectacles, beaucoup de tournées dans les écoles. Puis j'ai été je dirais le leader de ce groupe-là. C'était comme mon petit projet. Avec les frères Joly qui viennent justement d'Hawkesbury. Martin Rochelot, mon ami de l'époque à Timmins. Puis Patrick Harrison aussi, shout-out à cette gang-là qui font encore de la musique de nos jours. Les Rot Swamp, vous les connaissez peut-être. Ça, c'est des gars d'Acouphènes dans le temps qui font maintenant un nouveau projet folklorique, quand même rock'n'roll. Là. C'est super le fun. Puis... donc, hey, tu m'en apprends, là. Ouais. Fait que j'ai vécu beaucoup de leçons de leadership dans ce rôle-là, dans l'industrie de la musique. Puis, en musique, comme artiste, on regarde ce qui est fait ailleurs, puis souvent, on est inspiré des autres artistes. Puis, une des choses que j'ai essayé de faire, puis qui n'était pas nécessairement la bonne chose à faire, c'est que j'ai essayé de prendre des modèles qui existaient déjà, puis juste faire la même affaire. Et ça, j'ai appris que ça marche pas. Il faut vraiment que tu trouves ta façon de faire les choses. Ton identité à toi. Exact. C'est assez juste de copier ce que les Beatles ont fait ou ce que Extérieur a fait. Vraiment des exemples très différents. Ça marche pas. Puis c'est important de communiquer avec les autres, la collaboration, autant que comment autant que les idées que comment on va l'appliquer. Fait que ça, c'est une autre leçon de leadership, là, vraiment partir de où on est, où on veut s'en aller, puis qui est là avec nous pour se propulser vers là. Le leader n'est pas le thinker, le Steve Jobs. T'sais. Oui, Steve Jobs, c'est une exception, puis il a été innovateur, mais lui aussi, il y avait plein de gens avec qui il travaillait. Mais l'œil du public n'est pas toujours exact quand ça vient à qu'est-ce qu'on pense qu'est un leader. C'est ça. Donc, moi, j'ai différentes versions de leader. Absolument. Il y a des principes de leadership derrière ça, mais c'est pas un moule unique, là. Non, exact. En 2021, je te dirais que ma réflexion avec tout ça, c'est qu'un leader, ça ose faire autrement. Un leader, ça ose nager à contre-courant, puis d'aider les autres à le faire avec lui, d'être différent à sa façon. J'aime ça. Oser faire autrement, à sa façon. J'adore ça. J'adore ça. Ça me parle. Puis ça t'a amené en enseignement. T'es un gars du Nord, t'es un couteau suisse, musique, construction identitaire, francophonie. Moi, je viens d'une famille d'enseignants. Mon père était enseignant en 5e année pendant 30 ans. Ma mère, enseignante de danse. Mon frère enseignant, ma sœur enseignante. On parle d'école chez vous. Oui, pas mal. Fait que, c'était comme naturel, la progression. Après mon bac en musique, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne vais pas jouer de la guitare sur un stage pendant toute ma vie. Il faut que je passe à autre chose. C'est là où le switch de Acouphènes, pendant 6 ans, on a fait ça. Pas évident de faire un salaire de base, mais de le diviser en 5 à l'époque. Donc, tu fais un salaire modeste que tu pourrais vivre à une personne, mais là, il faut que tu le divises en 5 parce que tu es 5 dans le band. Ça se fait pas. Fait qu'il a fallu qu'on passe à autre chose. Puis c'est là où je vais aller faire ma faculté, mon bac en éducation. Puis, c'est le côté pratico-pratique de la vie. Hein? On a des passions. On a des intérêts. Puis c'est pas toutes nos passions et tous nos intérêts qui peuvent nous faire vivre.
Puis je suis certain que tu dois jouer encore de la musique. Puis Absolument. c'est encore une passion pour toi. Ben Mais oui, c'est quand ben même oui. des choix que se dit, OK, c'est vrai, il y a des choses qu'on aime, puis il y a des choses avec lesquelles je vais gagner ma vie aussi, puis qu'on aime aussi. Donc, c'est... ouais. Oui. Ouais. J'ai réalisé ça avec le golf plus tôt dans ma carrière. J'étais déchiré entre les deux. Je pense que j'ai fait le bon choix parce que ouais, ça aurait été modeste de ce côté-là. Ouais. Non, mais tu sais, C'est bon. ça me fait penser à ça. OK. Donc là, tu as eu l'expérience Oui. d'enseigner avant la pandémie, puis là, pendant la pandémie, avant de te joindre à notre équipe. Parle-nous de ton expérience de façon globale. Comment tu as vécu ça, la transition entre « Hey, on tombe en confinement au début, là, ça va faire pratiquement 1 an bientôt là, que la pandémie nous garde un peu dans un nouveau contexte. » Tu sais, là. Oui. Comment tu as vécu ça? Ben, on a commencé à enseigner en pandémie le 6 avril. J'ai regardé aux dates l'autre jour. Là. Ouais. 6 avril, on commence Classroom, ou peu importe. Puis là, c'était comment on gère le présentiel versus asynchrone, synchrone. Plein de nouveaux mots qu'on apprenait. Ouais. Tu sais. Donc, au début... Ça a été, on se rattrapait. T'sais. Au début, c'était comme on essayait de prendre des activités qu'on faisait en salle de classe pour les transformer en virtuel. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Ouais. Fait qu'on s'ajustait. Rendu maintenant, en septembre, on est retourné à l'école en présence. Certains étaient en virtuel, certains étaient en classe. Donc là, on naviguait ces deux mondes-là. Là, c'était plus juste là, en virtuel. On avait l'enseignement hybride. Puis moi, j'ai été aussi enseignant à l'école virtuelle. OK. Donc, j'ai fait, mettons, la moitié de ma journée était en présence avec des élèves, puis l'autre moitié de ma journée était devant l'ordinateur. Donc, j'étais vraiment comme divisé en 2 écoles. Puis ça, si tu es dans une école virtuelle, Oui. Corrige-moi si je me trompe, ça veut dire que les élèves qui vont à l'école virtuelle Oui. ne viennent pas tous de la même école physique, la même bâtisse. Donc, c'est peut-être des élèves qui ne se fréquentaient pas en personne dans le même édifice avant, qui se retrouvent dans ta classe. C'est exact. Ça change la game aussi, là. Absolument. Comment tu as vécu ça? Ça a été quand même difficile, je te dirais. Je pourrais être bien honnête. Oui, non, mais... Ça a été difficile parce que... ça, c'est un des exemples. Les élèves ne se connaissent pas, ils sont pas trop... à l'adolescence, on n'est pas hyper confiant avec qui on est. On veut avoir... il y a des craintes. Oui, absolument. On veut... Ouais. Il y a des craintes parce que à ce niveau-là, on veut se sentir accepté des autres. Donc, il y a toute la dimension de webcam, de caméra ouverte, fermée, de juste parler, puis dans le clavardage. Fait que là, comme enseignant, il faut que tu gères non seulement l'aspect technique, mais il faut que tu engages l'élève dans ces actions-là. Il faut que tu penses à ton contenu. Il faut que tu penses à plein d'affaires. On n'est pas en train d'enseigner encore, là. Il n'y a pas de corridor dans l'école virtuelle. On se retrouve instantanément dans une salle virtuelle quand on clique sur le lien. On arrive, il y a un adulte qui est devant nous, qui s'appelle le prof, M. Leroux. Puis il y a d'autres élèves qu'on ne connaît pas, là. Exact. Dans la liste, quelque part, qui est affiché, puis il y a un chat, puis on se dit OK. Mm-hmm. Puis là, il y a la webcam, qui est un outil puissant en classe quand on peut juste zioter notre groupe, survoler notre classe, puis prendre un peu le pouls, puis l'émotion qui est là. Mais là, si la webcam n'est pas ouverte ou on vit un autre contexte, on n'a pas accès à ça. Comment on s'y prend dans ces... Qu'est-ce qu'on fait, là, rendu là, là? Ben, question non googlable, tu sais, là. On s'entend-tu? Oui. C'est nouveau, là. Oui, c'est nouveau. Puis, il n'y a personne qui te montre ça à la faculté, là. Non. Que... Il n'y a pas d'expert en contexte de pandémie pour gérer ça. Exact. Okay, comment on fait pour que ça continue? On arrive là. Oui, on comprend les concepts d'engagement, surtout quand ça vient en salle de classe. Comment est-ce que tu motives l'élève à être engagé dans son apprentissage? Ça, dans toute humilité, je dirais que j'étais très bon en présence. OK. Surtout dans mon cours de spécialiste où l'élève qui s'inscrit en musique veut être dans ta classe de musique. Oui. C'est un cours optionnel. Fait qu'ils arrivent, ils veulent déjà apprendre puis ramasser un instrument. Puis ça se peut qu'il ait entendu parler de M. Leroux par d'autres élèves qui ont dit « Hey, il faut que tu prennes ce cours-là. » Oui, c'est vrai, ça. Hein? Oui, c'est vrai, parce que Parce là, les en élèves virtuel... parlent de nous, là.
Exact. En virtuel, il me connaissait pas. Il connaissait pas l'enseignant, M. Leroux, qui avait fait, qui s'occupait de la technique, qui faisait de la radio étudiante, qui faisait du parascolaire en musique. Ouais. Fait que moi, j'arrive là comme n'importe quel autre prof, un icône, ou moi, dans mon cas, j'allumais la caméra au moins pour que les élèves me voient, puis voient mon non-verbal, puis voient comment j'étais engagé. Quand j'étais devant la caméra, je parle comme je te parle en ce moment, là, avec mes mains puis mes grands yeux. T'as le goût d'être là. Exact, oui. Fait que moi, je dépensais de l'énergie à essayer de faire le show. Ouais. Parce qu'au début... Ouvrir la porte. C'est ça, c'est un peu ça qu'il faut que tu fais. Il faut que tu vendes ta salade. C'est ça. Mais le retour était comme inexistant. C'est ça qui était difficile pour moi. Toi, tu as vécu ça comme ça. Combien de groupes tu avais dans l'école virtuelle? Combien de groupes, listes de classes différentes? J'avais seulement une classe. OK. Fait que ça, c'est une expérience unique? Oui. OK. Que tu nous décris là. Oui, c'est mon expérience unique avec l'école virtuelle. Avec l'école virtuelle-là. En revenant, ça c'est intéressant, en revenant des fêtes. OK. Là, on a dû être en virtuel, mais avec nos groupes qu'on avait fait du présentiel là, pendant un mois. OK. Complètement différentes games. OK. Quand tu avais la relation de bâtie entre toi et l'élève, j'avais toutes les caméras d'ouvertes. Les éducatrices étaient là avec moi parce que c'était un groupe d'enfants en difficulté. Donc, c'était vraiment différentes games. On faisait des activités le fun, puis ils participaient. Donc, il y a quelque chose qui se passe là entre le bâtir une relation dès le début de l'année ou dès le début du semestre, si tu veux, là, pour ensuite tomber en présentiel. Là, ils te connaissent, puis ils ont peut-être cette confiance-là. Ils connaissent les amis dans le cours. Ouais. Tu sais. Fait que c'est pas du tout pareil. Je fais juste m'imaginer le challenge. C'était dans le contexte d'un quadrimestre en même temps. Oui. Donc, tu as 2 mois et demi pour faire 110 heures de cours. Oui. Ton premier est 3 heures, mettons, en école virtuelle. Tu es conscient du point de départ, qui est OK, les gens ne se connaissent pas, ils sont peut-être réticents à s'engager. C'est normal, on les comprend. On veut avancer un peu de contenu, on veut graduellement, puis on veut bâtir l'idée de, éventuellement, peut-être que ça va s'améliorer, qu'ils vont bâtir en confiance. Puis tout ça, c'est tout un challenge. Puis je me dis, il y a sûrement des gens qui nous écoutent présentement qui ont enseigné dans ce contexte-là, qui tu les rejoins. Puis je pense qu'il y a façon, je pense, de parler de façon constructive de ces défis-là. Oui. Parce que c'est pas la faute de personne. Si c'était ça le contexte, mais c'est quand même une réalité. Puis parfois, on a des attentes très élevées en éducation par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que les systèmes devraient, on s'entend. Puis je me dis, quand on entend ça, ce que tu nous racontes là, d'un enseignant dont une grande force, c'était d'engager les élèves, puis que tu te retrouves là dans un contexte comme ça, tu te dis, OK, on patine un petit peu, tu sais, c'est pas évident. Donc, moi, je regarde ça, ça remet les choses en perspective. Puis pour quelqu'un qui anime beaucoup, j'anime beaucoup de groupes. Puis dans le virtuel aussi, moi, c'est des adultes. Oui. Puis je peux te dire aussi qu'il y a une grande différence entre des webcams allumés et des visages souriants et des gens qu'on connaît, qu'on sait qu'ils sont engagés parce qu'on les connaît, mais des webcams fermées. Fait que je peux juste m'imaginer, quand on les connaît pas et que la webcam est fermée, à quel point ça nous enlève des outils en tant que formateur, animateur, enseignant, responsable de l'apprentissage, appelons ça comme on veut. Là. Oui. Donc, je me dis, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu as retiré de ça, de cette expérience-là, du virtuel? Tu sais, dans le fond, parce qu'il y a des leçons qu'on apprend de ça, il y a des nouvelles stratégies, je suis certain que tu étais en train de travailler ou que tu as développé. Absolument. Qu'est-ce que, tu sais, tu ajoutes quoi dans ton sac à dos de stratégie parce que tu as vécu ça, là, tu sais? Oui. De comprendre, je le savais déjà avant, mais de comprendre que les élèves viennent pas tous du même background. Ils n'ont pas tous les mêmes occasions. Puis ces élèves-là qui sont en virtuel sont chez eux. Ce que chez eux est différent pour tout le monde. Fait que... Wow! Je comprends que parfois, peut-être que la caméra n'est pas ouverte parce qu'il y a des choses qui se passent en arrière. Ou peut-être qu'ils ne parlent pas parce qu'il y a du bruit dans la maison, puis il y a plein d'autres frères et sœurs. Puis... Donc, oui, c'est important, l'approche humaine de la chose. Dans un contexte virtuel comme ça, l'apprentissage virtuel a sa place. Il s'agit juste de peaufiner les détails comme ça pour dire, OK, si on fait de l'enseignement virtuel ou de l'apprentissage virtuel,
est-ce qu'on a un endroit? Est-ce qu'on a les ressources? Est-ce qu'on a la situation idéale pour ça? C'est vrai, ça. À l'école, on contrôle l'environnement jusqu'à un certain point, en tout cas l'environnement physique. Tout le monde a un pupitre. C'est probablement le même modèle de pupitre ou une table ou des chaises ou un environnement plus flyé, plus flexible un petit peu parce que parfois c'est différent. Le mobilier, on le contrôle parce que ça nous appartient. Là, ce qu'on contrôle dans l'école virtuelle, c'est un lien. C'est un point d'accès. Oui. Ça, c'est gros ce que tu dis là, dans le fond, parce que c'est vrai. Je me mets dans la peau de l'élève. Peut-être qu'il n'y a pas le goût qu'on voit ce qu'il y a derrière. Peut-être que ce n'est pas un environnement idéal. Pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de bonnes raisons. Là, tu sais. Donc, il me vient plein de questions à t'écouter, là, mais je te laisse continuer. Je ne veux pas te couper. Non, c'est correct. Je trouve ça juste super intéressant, cette dynamique-là, qui est nouvelle pour tout le monde. Ouais. Mais comme tu dis, on fait ce qu'on peut avec les ressources qu'on a. Moi, on dirait que je donnais, puis il y a rien qui remplissait. Parce que, je sais pas, parce que c'était ma situation. Parce qu'on se nourrit beaucoup de nos élèves, dans le sens qu'on donne, tu sais, l'enseignement, c'est une vocation, on donne beaucoup de soi-même pour qu'il y ait apprentissage. On bâtit des relations, puis je trouve que tout le sens de l'éducation, en tout cas, l'éducation prend son sens dans les relations qu'on développe, puis dans le constat de la progression de nos élèves. Puis je veux dire, si tu n'as pas accès à ça, il y a comme perte de sens un peu du point de vue de l'enseignant. Pas l'employé, mais la vocation. Tu sais, le sens. Dans ce que tu dis, je peux me mettre dans ta peau, puis je me dis peut-être quel sens. Tu dis, waouh, ça marche-tu ce que je fais? Ça donne-tu quelque chose? Exact. Je peux pas faire de triangulation. Là. Je peux juste avoir les productions d'élèves. Puis oui, exact. C'est la seule affaire que j'ai. Là. Puis il faut que tu cherches longtemps pour faut que tu vas chercher la production d'élèves souvent parce que quand tu as une personne en avant de toi, puis tu parles, ils n'ont pas le choix de te répondre à un certain point, ils sont là. Ouais. Mais c'est trop facile de ne pas répondre en virtuel. Ouais. Je veux pas te dire de donner des excuses, mais de faire en sorte que t'es juste un wallflower, comme on dit. Là. T'es juste... Tu blend in. T'es pas vraiment actif. Donc, tu regardes la diffusion de ton enseignant quasiment comme s'il était préenregistré, pas vraiment d'interaction. Autant que... Je sais pas, autant qu'on essaye de dire... Hey, c'est quoi le feedback? Là? Des pouces en l'air, des smileys dans le chat. C'est pas toujours évident. Ce que tu dis, dans le fond, c'est que c'est pas parce qu'on est en virtuel. Toutes les salles de classe virtuelles ne sont pas les mêmes. Non, comme en vrai. Il y a des préalables, ce que tu dis. Là. Parce que là, on décrit une situation dans une école virtuelle où les élèves qui sont là ne viennent pas tous du même milieu. Là. Je veux juste spécifier ça. Oui. Ça, c'est important. Donc, c'est pas parce que soudainement, on a donné tous les outils à l'enseignant puis qu'il y a un lien puis une connexion Internet que nécessairement que là, on est encore en plein milieu du programme puis ça roule à la même vitesse que d'habitude. Il y a les conditions à créer là-dedans qui est, dans le fond, est-ce qu'on est outillé et prêt à faire ce qu'on faisait avant physiquement, en présentiel? Est-ce qu'on est prêt à le faire en ligne? Entre moi, y a-t-il une relation? Y a-t-il une routine? Parce que tu as parlé du hybride où c'était plus simple. Entre moi, si on a vécu des choses ensemble en personne, quand on se retrouve en ligne, c'est comme la continuité de ce qu'on faisait en personne. Il y a des changements, mais on se retrouve là, tu sais. Si on n'a pas le avant, le virtuel, il y a le pas à faire, la marche est plus haute là, pour se rendre là où on voudrait se rendre. Moi, j'ai pas vécu l'autre côté. Je pouvais pas vraiment me mettre dans la peau de l'élève en virtuel. On faisait notre routine au Canada, de la prière, de la reconnaissance des territoires. J'étais très fort sur la routine du matin. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, je me considère très habile en technologie. Je suis comme quand même assez bon là-dedans. C'était pas une question de clic, là. Non, exact. Cliquer, non. Puis, c'était pas une question d'activité qui était pas interactive, tu sais, parce que ça serait bien facile de scanner un PDF, de mettre ça, puis de dire réponds aux questions dans un Google Doc, puis envoie-moi ça. C'était, tu sais... Ton intention pédagogique, parce qu'on travaille fort depuis plusieurs années
à engager l'élève, à le placer au centre de ce qu'on fait. En autre mot, ce qui est attendu de l'élève, c'est plus que de nous écouter. On veut le mettre en action, Ben oui. l'amener à collaborer, à nous dire ce qu'il pense devant les autres. Puis je me dis, si ça, c'était ton intention pédagogique, je comprends très bien, là, parce que comme tu dis, ce serait facile de parler pendant 3 heures, puis d'avoir un bon PowerPoint, puis de donner accès à l'enregistrement, puis de dire, regarde, j'ai tout dit ce que j'avais à dire, c'était bon, ça coulait, il n'y a pas eu de questions, ça a dû être bon. Mais c'était pas ça, là. Tu voulais vraiment les engager puis les amener à participer. Puis c'est tout un défi. Exactement. Ouais. Je souligne ton courage, de nous le partager, 2, de l'avoir fait, de l'avoir essayé comme ça, parce que la barre, tu t'es placé la barre haute, de vouloir les engager à ce niveau-là. Puis c'est de toute beauté. Oui, merci. Vraiment? Là? J'ai énormément appris là-dedans. Ouais. Puis j'apporte toutes ces connaissances-là dans mes prochaines expériences, dans le fond. Là. Moi, ce que je retiens dans ce que tu dis là, s'il y a quelque chose à apprendre, c'est l'importance du contact humain. Oui. Que l'éducation, c'est pas une question de juste avoir accès à une source d'information. Toute l'idée du sens là-dedans. Puis les enseignants, comme toi, qui vivent dans des situations présentement dans le virtuel où ça, c'est plus difficile. J'espère que s'ils ont la chance de nous écouter, qu'ils ne se remettent pas en question par rapport à la valeur de ce qu'ils apportent, mais qui peut-être qui font le même constat que toi présentement, qui disent, bien, présentement, peut-être qu'il y a des conditions qui ne sont pas là, qui ne me permettent pas d'aller jusqu'où je voudrais aller, mais ça n'a pas rapport avec la qualité de l'enseignant ou de l'enseignante qui sont présentement. C'est les conditions qui font ça. J'espère qu'il y a des gens qui vont entendre ça parce que c'est important. Absolument. Il y a des gens qui pensent à l'après-pandémie puis ce qui pourrait se poursuivre. Je pense qu'on a des grandes questions à se poser par rapport à qu'est-ce qu'on vise, le rôle de l'enseignant puis de l'éducation, le rôle de l'élève en éducation. C'est-tu un spectateur? C'est un wallflower ou c'est quelqu'un qui est actif? Tu sais, non, mais puis c'est quoi les conditions que ça prend quand on les contrôle, les conditions? Parce que présentement, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Oui. Qu'est-ce que ça prend pour que ça marche? Ça m'amène à plein de questions. Vraiment. Juste en sachant ça, le contact humain, ça changerait probablement beaucoup de choses si, une fois de temps en temps, cette classe virtuelle-là pouvait se rassembler sous certaines conditions. Ouais. Tu sais, juste pour voir des faces, pas devant des écrans. Ouais. On pensait déjà avant la pandémie que notre temps d'écran était de plus en plus élevé, un peu trop. Ouais. Et là, on dit, en plus de ça, 6 heures par jour, tu vas être devant l'écran. Fait que les élèves qui sont en virtuel, qu'est-ce qu'ils font après leur école virtuelle? Ils vont gamer, ils vont Netflix, ils vont réseaux sociaux, continuent sur leur écran. Ouais. Puis, moi, je suis un peu extrême quand ça vient à ça. Et les écrans et tout, chez nous, on n'a pas de télévision parce qu'on veut diminuer ce temps d'écran-là. Mais imagine ces élèves-là que de 8 h le matin à 11 h le soir sont devant un écran. Ouais. Ça fait peur. Il faut se poser la question pour l'après-pandémie. Oui, exact. Même présentement, s'il fallait que ça dure, est-ce qu'on revit le même modèle l'an prochain? Si jamais, on n'enlève pas ça de l'équation. Exact. Si jamais il fallait que ça se poursuive, on garde-tu le modèle de cette année? Puis moi, je veux souligner aussi le travail exceptionnel des gens qui ont permis que ça se produise, l'école virtuelle, parce que il fallait réagir, il fallait mettre des choses en place. Puis j'espère que les gens voient que ce qu'on est en train de discuter ensemble, c'est loin d'être une critique sur les modèles qui ont été mis en place, mais c'est peut-être qu'on se partage des constats pour mieux continuer d'avancer, parce que tout le monde fait ce qu'il peut avec ce qu'il y a présentement. L'école se poursuit, l'apprentissage se poursuit depuis le 6 avril, qui est à peine 2 semaines après l'annonce. Oui. Je me dis, c'est un tour de force qui se produit en éducation. J'espère qu'on va avoir le réflexe en tant que leader du système de consulter les enseignants et les élèves pour voir, après un premier tour de piste, dans un contexte comme ça, les suggestions, les recommandations, qu'est-ce qui pourrait éclairer, parce que le système, c'est du monde, hein, puis c'est pour le monde qu'on fait ça, donc c'est important. Exact. Faut qu'il y ait, comme tu dis, une consultation de ça. Ouais. Je m'imagine la quantité de gens qui ont la chance cette année de vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Il y a tellement de choses qu'on est en train d'apprendre sur ce que ça prend pour que ça marche, sur ce qui ne fonctionne pas, sur les conditions, les choses qui sont à notre portée, là, tu sais. Oui. Qui ne demandent pas toujours un budget, là. C'est vrai. Tu sais, là, en tout cas. Ouais. Hey, c'est intéressant, Mathieu Leroux. C'est fou. Hein? J'adore. Vraiment, Oui. vraiment, c'est hot, vraiment.
Je m'en voudrais de pas te parler de ce qui se passe présentement parce que là, tu as sorti ton couteau suisse, tu as ouvert un autre outil, puis Oui. tu es leader et technicien chez Esquad Media. Ça t'amène à apprendre plein d'autres choses. Tu as commencé avec nous le 1er février, donc Oui. tu finis ton premier mois avec nous, puis c'est extraordinaire, vraiment. On est content que tu sois là. Tu apprends quoi présentement? Sur quel aspect? Il faut que je te pose ma question préférée. Oui. Sur quel aspect de ta pratique travailles-tu présentement? Excellente question. Je travaille beaucoup, quelque chose que j'ai pas perdu, mais que j'ai moins fait dans les dernières années, qui est tout le côté technique de la chose. À l'école, en enseignement, oui, j'étais enseignant de musique, je m'occupais de l'équipe technique, mais c'était pas la même game. Puis là, je vais vraiment à un autre niveau. Puis je me sens comme je suis en train d'apprendre, oui, plus que jamais, mais aussi dans un contexte où il y a plein de nouvelles choses, plein de nouvelles idées qui se brassent, tu sais, ici, dans nos conversations de tous les jours. C'est des conversations que je ne pourrais pas avoir ailleurs. Puis, tu sais, la fameuse loi du couvercle, là, Ouais. je sens que le couvercle n'est plus là, tu sais. Il y avait un couvercle, puis j'essayais d'aller au-delà de ces réflexions-là, puis dans mon... Je sais pas, dans ma pratique. Puis là, je me sens comme je peux enfin sortir. OK. Sortir, puis je suis comme... OK. ouais. Tant mieux. C'est le fun. C'est le fun. Qu'est-ce que tu as appris dans le dernier mois que tu pensais pas apprendre? Oh, bonne question. Peut-être que tu avais une vision de, OK, c'est à peu près ça. Oui. Tu sais, des choses, ça peut être technique, ça peut être humain, ça peut être n'importe quoi, mais une chose que tu as appris ce mois-ci, puis tu te dis, hey, Ouais. sais-tu ça, là? Je pensais pas, ou ça me surprend, ou ça m'étonne, ou positive, ou autre, là, mais... Je trouve que les gens sont à la recherche de développement professionnel, personnel, puis ce que j'ai fait comme move, c'est un peu ce que je vois les gens faire quand ils viennent à des sessions de coaching ou à des sessions de formation. Ouais. Ils veulent aller au-delà d'eux-mêmes. Ouais. Puis moi, en faisant ce choix-là, Ouais. ça a été comme ma façon extrême de faire ça. OK. Tu sais? Ouais. De vraiment, OK, non, il y a quelque chose qui marche pas. Je pourrais me former mieux pour être meilleur enseignant. Je pourrais, tu sais, mais OK, non, il y a quelque chose d'autre que j'ai à faire ici. Ouais. Puis de voir d'autres gens, d'être inspiré par d'autres gens sur les podcasts. Ouais. Puis ça, il y a tout un autre monde qui s'ouvre à moi en ce moment Ouais. par rapport à ça, aux livres que je suis en train de lire, puis à une approche de développement professionnel, oui, mais qui bleed un peu dans la vie personnelle parce que sont tellement interreliés. C'est pas des silos. Non, Théoriquement, exact. ça peut être des silos, mais on est la même personne partout, là. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que non, j'aime ce que ma vie professionnelle apporte à ma vie personnelle maintenant. OK. Je trouve que T'es en croissance. dans les dernières années, là, je te dirais que ça a été plus difficile au niveau professionnel, puis ça joue dans plein d'aspects de ta vie. Oui. Puis là, quand il y a quelque chose qui va bien, tout d'un coup, tu te sens comme « Hey, Ouais. j'étais à la bonne place au bon moment, je suis sur mon X », comme mon Ouais. collègue dit souvent. Oui, c'est ton X. Ben, les gens qui sont en mouvement, les gens qui progressent, c'est les gens qui trippent dans la vie. Ouais. Les gens qu'on accompagne, habituellement, les gens qui nous appellent, qui envoient un courriel, c'est des gens qui sont en Exact. mouvement. Donc, c'est des gens qui trippent sur ce qu'ils sont en train de faire. Puis toi, tu as choisi d'aller vers quelque chose. Tu as toujours adoré l'enseignement. Puis tu as choisi quelque chose parce que tu voulais t'épanouir dans d'autres choses. Mm-hmm. Donc, tu sais, j'aime beaucoup ce que John Maxwell dit, c'est « Don't leave something, go to something oui. Fait que c'était pas une question de quitter, c'était une question d'aller vers autre chose parce que tu voulais grandir. Puis je comprends tellement ta décision parce que autrefois, j'ai fait le même choix Mm-hmm. pour les mêmes raisons. Mm-hmm. Vraiment. C'est une question de grandir, apprendre et tout ça. Ouais. Pas parce que j'enseignerais demain matin. Je m'ennuie d'enseigner ça. Ouais. Je regrette de ne pas pouvoir enseigner à mes enfants, vraiment. Ah Mais, oui, hein, c'est vrai. Mais je regrette. J'aimerais ça. Oui, Tu sais, je là, comprends. revivre ça des fois. Là, juste, Mais tu ne serais pas la même je serais personne, pas la puis même moi personne. non plus, Non, éventuellement. tu sais. exactement. Fait que non, j'apprends plein d'affaires, changement de routine, changement de mindset aussi, parce que là, tu sais, on n'est plus dans un contexte scolaire, puis Non, c'est d'autres même choses. si on parle à chaque jour de pédagogie puis d'éducation, on change le Change la game. change la game, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Ah, ben c'est fantastique. Je suis content.
on serait peut-être rendu à une portion rafale de notre entretien. Si t'es game, je te lance un mot, une expression, puis tu me dis rapidement là, les premières choses qui te viennent à l'esprit. Oui. OK? Une bonne toune francophone, là. Puis là, il y en a plein. Tu vas me demander le contexte parce que tu en connais trop. Là. Mais mettons, ça dépend. C'est une journée pluvieuse ou t'es à un barbecue? Là? Une bonne toune francophone, mettons, que toi t'aimes. Tu n'essayes pas de nous faire plaisir, mais une que toi t'aimes puis mettons que cette semaine t'as écouté. Là. OK. Une artiste qui s'appelle Annick Granger. Okay. Une artiste française qui, justement, a fait une série de podcasts par rapport à l'album qu'elle a écrit. Chaque podcast, il y a une toune d'associé parce qu'elle va chercher là, l'histoire d'une personne et elle écrit une chanson par rapport à l'histoire de cette personne-là. Donc, une chanson d'Annick Granger qui s'appelle « La fenêtre de vérité ». Puis, c'est une excellente toune. Je vous recommande son podcast et son album. Là. C'est vraiment incroyable. C'est extraordinaire. Ouais. Annick Granger. Puis là, deux adjectifs aujourd'hui. Françaiscoise puis timinois. J'ajoute ça dans mon lexique. J'adore. Oui. Tu as parlé que tu étais en train de lire un bon livre. Qu'est-ce que tu es en train de lire présentement? Quelqu'un m'a recommandé The Coaching Habit. Donc, je suis en train de lire ça. J'ai eu la chance de vivre le coach à 360 il y a quelques années maintenant. Yes. Puis ça t'apporte à un autre niveau, puis ça va vraiment m'aider, je pense, dans mon nouveau contexte. Ouais. Cool. Oui, The Coaching Habit. Ouais. Au niveau personnel, je recommande aussi The Total Money Makeover à tout le monde. Un livre de Dave Ramsey, qui est un leader incroyable dans ce monde-là. Il y a un bon podcast aussi. Exactement. J'écoute souvent son podcast. Fait que ça, c'est au niveau... Puis justement, quand j'ai commencé à réfléchir à faire la transition de changement de voie, de carrière, ça a été un peu plus facile à cause de ce que j'ai suivi dans les dernières années grâce à Dave Ramsey. Tout le côté de sécurité financière, je me sentais beaucoup mieux à faire le choix que j'ai fait, en grande partie à cause de ça. Fait que, je te comprends tellement. Oui, exactement. Ouais. Dave Ramsey. Dave Ramsey, yes. Mais tu parles de coaching. Mon prochain mot dans notre affaire, je te dirais processus. Qu'est-ce qui te vient en tête? Notre vie, le quotidien, la vie, c'est un processus parce qu'il n'y a pas de destination. On va tous finir à la même place. Fait que c'est le processus qui compte. Oui, c'est le dash, le petit tiré entre les deux. Yes, exactement. Si je te dis collègue au pluriel, à quoi ça te fait penser? Récemment, je dirais coach. Parce qu'on me pose des questions souvent ici, puis j'aime ça. On me pousse. C'est quelque chose que... T'as pas toujours partout, là, tu sais. Fait que des collègues qui te challenge, des collègues qui te mettent dans des situations où t'es inconfortable, là, tu sais. Mais c'est bon, là. Tu t'étires. Exact. Confortablement inconfortable, c'est ça le terme? C'est bon. Une chose que les gens qui te connaissent seraient surpris de savoir à ton sujet. Au sujet peut-être de ton couteau suisse ou... Une chose que les gens qui me connaissent. Je fais du monocycle. J'adore faire du monocycle. Pour vrai? Oui. Tu fais de la danse et du monocycle. La danse du monocycle. Tu danses-tu sur le siège en... J'ai déjà joué de la guitare sur mon monocycle. Pour vrai? Au secondaire. Hey. Ouais. J'ai fait du monocycle de l'école à la maison aussi, je te dirais. C'était le fun. Ouais. Ça, c'est des choses que... Dans mon ancienne école secondaire, on avait un agora qui était immense à Thériault, à Timmins. Fait qu'on faisait l'art du cirque. À l'époque, quand il y avait ce genre de programme-là dans nos écoles, il y avait des monocycles, la jonglerie, plein d'affaires. Puis là, j'ai appris à faire du monocycle là, entre une pratique d'impro puis une pratique de band. Là. Je viens de voir une image de Mathieu à notre prochain camp de leadership en personne. Je vois un numéro sur un monocycle, en tout cas. Oh boy! Je prends ça en note. Là, pas de pression. J'adore. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot collaboration? On parle souvent de compétences globales dans notre pédagogie, dans notre éducation. Je pense que c'est la chose qu'il faut miser pour les prochaines années, être capable de se parler, être capable de travailler ensemble. Donc, communication, collaboration, là, qui vont ensemble parce que on devrait enseigner explicitement la collaboration dans nos écoles pour que quand nos élèves qui travailleront pas, même s'ils travaillent devant un ordi toute leur vie comme fonctionnaire, peu importe, il va falloir qu'ils
parle à d'autres mondes, Ouais. qui travaille avec d'autres mondes. Fait que je pense que c'est primordial de la collaboration. Primordial, c'est ça. Oui. Quand tu entends le mot changement, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Changement, développement, c'est primordial encore. Changement, c'est être capable d'avoir une ouverture d'esprit pour accepter soit les idées des autres au niveau de la collaboration puis du changement. Puis, même si ça marche, on peut le changer. Ouais. Tu sais. C'est pas parce que it's not broke qu'on le fixe pas. Là. Ben non. Ça, c'est mon franco-ontarien qui est sorti là. Tu sais, c'est à cause que ça marche trop bien qu'il faut le changer. Ouais. Moi, je crois là-dedans. On tombe pas en amour avec la lamineuse. Oui, exact, Ouais, exact, ouais. ouais. La lamineuse, oui. T'as pas de télé chez vous? Non? Comment ça? C'est bizarre de dire ça en 2021? Comment ça? Parce que l'intentionnalité chez nous, à la maison des Leroux, c'est, je te dirais, probablement le concept, la valeur la plus importante chez nous. On veut être super intentionnel avec le temps qu'on passe, OK. avec l'énergie qu'on dépense, avec notre attention. Puis, ouais, pas de télé. Ça veut pas dire qu'on regarde pas des émissions. On le fait sur un ordinateur, quoi que ce soit de temps en temps, mais la télé, c'est parce que... on a tout un podcast là-dessus, moi et Sarah. Épisode 110 de Que sera Sarah? OK. Vivre en confinement sans télévision. C'est ça le titre de l'épisode. Hey, Fait que si ça vous je peux tente juste d'aller écouter m'imaginer. ça... En ouais. confinement, en plus. Ben, c'était en début, c'est ça, en début de pandémie qu'on a enregistré ce podcast-là parce qu'on voyait plein de gens qui allaient découvrir des séries Netflix puis c'est super le fun. Moi, personnellement, j'ai une personnalité addictive. OK. Fait que moi, je pourrais binger une émission, une série pendant des nuits, OK? Ouais. Puis moi, c'est un peu la friction que je me suis donnée là, pour pas être tenté d'aller m'asseoir sur le divan, prendre la télécommande, puis de l'allumer, puis passer 2 heures, puis hey, que je fais depuis 2 heures? Ah, je regarde. Ouais. Donc, Je te comprends. c'est... Ça revient à l'intentionnalité. Oui, exact. Puis d'enlever, d'éliminer les choses qui peuvent nuire à cette intentionnalité-là que tu choisis de façon consciente. Le temps d'écran et tout ça. Ouais, ouais. OK. On mettra le lien de cet épisode-là dans les notes de la description de l'épisode. Oui, super. Que sera Sarah, s'ils veulent écouter votre discussion. Oui. C'est extraordinaire de jaser avec toi, Hey, Matt. C'est le on pourrait fun. faire Hein? ça pendant des heures. Oui. On arrive peut-être à la conclusion de notre entretien. On se projette dans l'avenir avec ce que tu as vécu avant la pandémie comme enseignant et récemment, avec ce que tu vois qu'on fait ici chez Escouade et Dieu. Tu te familiarises de plus en plus avec la philosophie, ce qu'on fait avec les gens. Il y a plein de choses. En un mois, on en fait des choses. Sur quoi tu vois que... Qu'est-ce qui pourrait aider l'éducation dans les 10 prochaines années? Tu as parlé de collaboration. Qu'est-ce qui pourrait aider l'éducation à juste poursuivre sur une trajectoire saine au service des humains qui sont là dans les 10 prochaines années? Qu'est-ce que tu vois? On parlait d'engagement tantôt. Oui. Je pense que c'est important d'y revenir autant pour les élèves que pour les enseignants qui sont passionnés de ce qu'ils font, qui sont engagés, puis de transformer cet engagement-là vers l'élève, puis de faire réaliser à l'élève que c'est le fun d'apprendre, qu'on peut apprendre pour apprendre, Hey. Ouais. puis pas toujours apprendre pour le crédit ou la note. Fait que c'est extrême, mais éliminer le système de notes, puis d'aller vers un système où on donne la rétroaction pour se perfectionner ou se développer. C'est aider à avancer ensemble. C'est aider à avancer. Le processus de la vie, là, tu sais. Exact. Ouais, je te parce comprends. qu'après l'école, il n'y a plus de notes, là. Tu sais, fait que ce que tu développes comme être humain, autant au niveau personnel que professionnel, c'est juste du développement pour soi-même, puis pour un emploi, mais éventuellement, c'est parce que tu le fais parce que tu veux te sentir comme tu contribues. Puis ça, c'est une grande valeur chez moi, c'est de la contribution. Ouais. C'est pas juste de recevoir, c'est de contribuer. Puis ça si on pourrait apprendre ça aux élèves, que contribuer, c'est essentiel à
à être un être humain, à vivre sa vie S'épanouir. pleinement, à s'épanouir. Ben oui. Ça serait ça. C'est vraiment d'aller au-delà des connaissances, tu sais, de base. Ouais. Parce que Google est là maintenant. Tu as une question, tu le Googles. C'est ce qui n'est pas Googlable qu'il faut aller, Ouais. apprendre aux élèves. Ça me touche. Ça me touche, vraiment. Si tu avais un message à laisser aux gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, on est peut-être samedi matin ou dimanche matin avec un petit café, ils nous écoutent. Là, hein? Merci de prendre le temps. Oui. C'est quoi un message de leadership que tu souhaites laisser aux gens qui prennent le temps de nous écouter ce matin? Si tu y as pensé, fais-le. Si tu as eu l'idée de commencer un blog, fais juste commencer. Assois-toi. Si tu aimes écrire, assois-toi pendant 1 heure, que tu écrives ou pas. Rentre-le dans ta routine de t'asseoir, puis de placer devant ton ordi ou devant une feuille de papier, puis de bâtir ça dans ta routine, puis éventuellement, ça débloque. Moi, l'autre jour, je me suis dit, hey, c'est ça le fun que je commence à écrire un petit peu. Je me suis assis, j'ai écrit, j'ai lancé ça dans le web. Je sais pas ce que ça va... Je veux continuer, mais c'est juste... Tu as une idée, fais-la. Je veux écrire un livre un jour, fais-le. Ouais. Questionne-toi pas. Tu vas vivre des échecs. C'est correct. Tu sais, l'échec, fail forward, comme... je me souviens plus de quel auteur qui dit ça. Là. Ouais. Mais... ouais, c'est... ayez pas peur de l'échec. Je dis ça autant aux profs qu'aux élèves. Ou à tout le monde qui écoute, essentiellement. Ayez pas peur de l'échec, puis si tu as une idée, fais-le parce que tu sais pas ce qui va arriver après, à partir de ça. Absolument. Si tu as l'idée, fais-le, j'aime ça. Juste nos fais-le. idées nous choisissent des fois. Hein? Oui, faut pas avoir peur. Ouais. Oui. Ouais. C'est ça. Puis ça, cette réflexion-là, elle vient dans le sens où tu penses à toi-même. Être leader, faut d'abord leader sa propre pensée. Faut être son propre coach des fois dans sa tête. Ouais. M'envoies-tu à la bonne place? Là? Oui, exact. Ouais. Fait que la métaphore du masque d'oxygène, là, penser à soi-même pour toi-même te donner de l'énergie à ensuite être leader pour les gens autour de toi, puis qu'il y ait cette énergie-là à partager avec les autres parce que toi, tu te sens plein. Ouais. Puis encore, je reviens toujours à ma... Beaucoup de gens qui ont besoin de ça présentement, je pense, de se donner la permission d'avoir besoin de prendre soin d'eux. Des fois, on se sent coupable de ne pas être en train d'aider les autres, mais comme tu dis, si tu ne prends pas soin de toi, il ne te reste plus rien à donner. Là. Oui, exact. Ouais. Exact. Ouais. C'est ça. Mathieu Leroux, Hey. c'est un bonheur. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochaines semaines, les prochains mois? Là? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Hein? On parle de prendre soin de soi. Là, tu sais. Ouais, Qu'est-ce qui te ferait plaisir? En ce moment, ce que j'aime de où je suis, c'est que j'apprends, c'est que je crée du contenu que les gens apprécient, qui va... puisque quand je suis derrière la console de son, de vidéo, puis que je regarde les écrans, je me dis, hey, là, je suis en contrôle de ce qui rentre dans les yeux des gens en formation et en coaching en ce moment. Fait que même si c'est toi qui es à l'écran, qui livre le contenu, qui est dynamique, moi, je peux décider, tu sais, qu'est-ce qu'il voit à un certain point. Fait que moi, Fait que tu me dis que j'ai besoin de filet doux, là. C'est ça? Ben, j'ai un rôle là-dedans. Fait que moi, je trouve ça fascinant là, que ce que je fais, ça a un impact. Puis comme enseignant, je l'avais, mais c'est juste différent. C'est une autre façon de contribuer, essentiellement. Fait que non, continuer à créer, à ajouter de la valeur dans la vie des gens, puis évidemment, vivre pleinement dans le moment présent. L'intentionnalité dans tout ça. C'est là que ça se passe. Tout le mindset du minimalisme, c'est ça. C'est d'être capable d'arriver à la maison, de brancher son téléphone à l'entrée, puis les gens, ils me laisseront des messages parce que j'étais avec ma fille puis ma femme. Ouais. Fait que ça, c'est vivre dans le moment présent, comme je donnais de l'exemple de la maison-là, mais au travail aussi, je peux faire la même chose, séparer ces choses-là, puis d'être capable de dire, OK, là, je rentre dans mon flow de ma production, de ma job en ce moment. Puis ça, c'est pour moi vivre le moment présent, de
d'éviter les distractions trop faciles de nos téléphones puis de tout ça qui casse ces flots-là. Fait que ça, c'est c'est ce que je suis en train d'expérimenter, là, puis de plus en plus, maintenant que je suis dans un environnement un peu plus... Je suis un peu plus en contrôle de ces choses-là. Tu sais, dans nos écoles, il y a plein d'affaires qui se passent. Puis là, je me sens vraiment comme j'étais à la bonne place pour moi, encore là. Ça, c'est tout ce que je dis aujourd'hui, c'est par rapport à mon expérience puis par rapport à ma tête et mon cœur, parce que c'est même ce que je pense. Oui. Ben, c'est de toute beauté d'avoir pu t'écouter puis j'apprends à te connaître aujourd'hui. Je ne paraît pas à dire ça de même, mais j'apprends à te connaître. C'est vraiment le fun. Excellent. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, ça me fait plaisir. Puis j'ai hâte de continuer sur ce chemin-là avec la gang Escouade Édu, Escouade Média. C'est le fun. Extraordinaire. C'était Mathieu Leroux. À tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.